Alors bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui voilà, aura pour but de présenter une analyse approfondie sur comment les gouvernements africains peuvent moderniser leurs infrastructures afin de stimuler la croissance économique et améliorer la réalité de vie des populations. D'accord. Je vais voir si on peut aussi prévoir un format en anglais, en italien et en espagnol également. Donc je verrai bien les jours à venir comment je peux organiser tout cela. Bref, les infrastructures sont des éléments essentiels au développement d'un pays et en Afrique. Elles représentent un levier crucial pour le progrès social et économique. L'objectif de la vidéo est d'identifier les actions concrètes que les États africains peuvent entreprendre pour améliorer les routes, les hôpitaux, les écoles et les autres infrastructures critiques. D'accord. L'importance de la modernisation des infrastructures, en ce qui concerne cela, il faut comprendre que elle peut faciliter les échanges commerciaux, d'accord, des routes et des réseaux de transport en bon état permettent de connecter les zones rurales au marché humain, facilitant ainsi la circulation des biens et des services. Ça permet également d'améliorer l'accès aux soins de santé. Des infrastructures de santé modernes permettent aux populations d'accéder à des soins de qualité, réduisant les taux de mortalité et améliorant l'espérance de vie. On rencontre habituellement dans les zones rurales, surtout les zones les plus reculées de certains pays en Afrique, les hôpitaux qui sont dans de très mauvais états. Et quand vous voyez même l'état des patients, ça révèle ça en 10 ans. Ça permet également de renforcer le système éducatif. Des écoles bien équipées et des infrastructures éducatives de qualité permettent de former des jeunes générations prêtes à contribuer à la croissance de leur pays. Ne sommes pas sans savoir que dans pas mal de pays en Afrique, que ce soit au Bénin, dans le Sahel et autres, si vous allez un peu dans les zones fluviales, sur l'eau, les populations qui habitent sur l'eau, ça dit les écoles sont pratiquement délabrées en fait. On se pose des questions de savoir si les dirigeants du pays ont oublié carrément ces zones. En fait, on voit que les quelques-unes des infrastructures un peu modernes se concentrent sont réservées aux grandes villes, d'accord, et cela est à déplorer. Nous allons faire l'analyse des défis actuels en matière d'infrastructures en Afrique, d'accord, en quelques minutes. Il faut comprendre que malgré l'importance des infrastructures, de nombreux défis persistent en Afrique. Le financement insuffisant, d'accord. Beaucoup de gouvernements africains peinent à mobiliser des fonds nécessaires pour moderniser leurs infrastructures. Le financement reste l'un des plus grands obstacles. Quand nous prenons le cas de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA, qui est toujours une monnaie coloniale, pose problème et constitue un obstacle majeur pour l'essor de tous les pays en fait qui continuent d'utiliser cette monnaie coloniale. Et c'est aux gouvernants, au régime de se lever contre cette monnaie et de penser à la création d'une monnaie locale qui pourra vraiment contribuer à l'essor du continent. Il y a la mauvaise gouvernance et la corruption. La mauvaise gestion des projets d'infrastructure est un problème récurrent, entraînant des retards, des coûts supplémentaires et parfois l'abandon de certains projets. L'abandon systématique dans certains projets. Et actuellement, je pense au Bénin, il y a assez de réformes qui sont allées dans ce sens pour lutter contre la corruption. Au Sahel également. On constate qu'avant, il y
Il y a des entrepreneurs en fait qui prennent les fonds de l'État, d'accord? Ils ne réalisent pas les projets. Il y en a qui prennent les fonds et puis bon, injectent ça dans leur construction personnelle, que ce soit à la maison ou voilà, injectent ça dans d'autres projets personnels et oublient carrément le projet de l'État. D'accord? Et c'est après avoir réalisé leur projet personnel à eux qu'ils reviennent sur reprendre ces chantiers et les bâclent complètement. Et je pense que le régime actuel de M. Patrice Talon a vraiment travaillé dans ce sens-là. Au Sahel également, je pense que c'est la même chose parce que je suis fréquemment là-bas. Et tu ne peux pas prendre les fonds de l'État et en faire la gestion que tu veux, en fait. Il y a le manque de corruption, le manque de compétences techniques. D'accord? L'absence d'expertise locale dans certains pays complique la conception, la gestion et l'exécution de grands projets d'infrastructure. D'accord? Quand on parle d'absence de compétences, je pense que bon, cela rime en quelque sorte avec la corruption. Ok? Quand on prend par exemple la réalisation, les projets d'infrastructure que l'État lance, il faut que tu connaisses quelqu'un, okay, qui a un poste stratégique, qui peut te mettre sur un dossier ou retenir ton nom et après bon, tu gagnes un marché. Mais après avoir gagné le marché, il faut penser à lui. C'est-à-dire lui là, ça part dedans. Et ça c'est quelque chose qui ruine en fait nos États. C'est ça la vraie corruption même en fait. Cela ruine nos États, non seulement cela ne permet pas en fait de mener le projet à bout. Un projet qui coûte peut-être 200 millions ou bien 500 millions, sera réalisé peut-être avec 100 millions ou 150 millions. Et tous les travaux sont bâclés comme ça. D'accord? Donc ça c'est ça. Donc il y a le manque d'expertise. Ok? Quelqu'un qui n'a jamais fait une école de BTP, bon, on se retrouve à gérer à piloter des projets d'infrastructure routière dans nos États. Parce que il a tel parent ou bien telle connaissance là qu'il est prêt à corrompre. Ça c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Je pense que voilà, il y a beaucoup d'États en Afrique qui ont fait un gros boulot dans ce sens-là. Il y a ensuite les opportunités pour les gouvernements africains. Malgré ces défis, les opportunités de modernisation des infrastructures en Afrique sont nombreuses. Okay? Il y a les partenariats publics-privés, qu'on appelle les PPP. De nombreux pays africains peuvent attirer des investisseurs privés, d'accord, pour financer et construire des infrastructures en échange de concessions. D'accord? Voilà. Il y a l'accès aux fonds internationaux. De nombreux pays en Afrique, okay, peuvent attirer des investisseurs privés pour financer, des institutions internationales telles que la Banque africaine de développement, qu'on appelle la BAD, et la Banque mondiale, okay, offrent des prêts et des financements pour des projets d'infrastructure. D'accord? Voilà, et il faut que les gouvernants, les dirigeants africains veillent à ce que ces fonds soient minutieusement utilisés, okay, que ça ne serve plus à financer la corruption. Finalement, ces fonds sont dilapidés. Voilà, sont dilapidés et ne servent réellement pas à ce à quoi ils sont destinés. Ensuite, nous avons les innovations technologiques. Il y a l'utilisation des nouvelles technologies, d'accord, comme les énergies renouvelables ou les infrastructures numériques permettent de moderniser à moindre coût. Au Mali, par exemple, il y a de grands projets comme ça, okay, dans le domaine des énergies renouvelables. Okay, et au Burkina Faso également, qui bientôt aura voilà, le premier centrale nucléaire, je crois bien. Et il y a aussi 2 centrales nucléaires pour le Mali qui seront construites. Donc je pense que tout cela entre en compte avec tout cela facilitera l'essor de la technologie, okay, dans le domaine des énergies renouvelables.
D'accord. Maintenant, dans le domaine des infrastructures numériques, il y a aussi un gros boulot à faire. Hein. Il y a aussi la connexion qui n'est pas au top dans tous nos États. Voilà, surtout les zones les plus reculées. Okay. Quand vous allez au Burkina Faso, par exemple, il y a des zones très très reculées où il n'y a pas de fibre optique. Au Bénin également, en Côte d'Ivoire également, okay. Au Niger également. Maintenant, bon, c'est pas la faute au régime militaire actuel qui sont en place. Je pense que eux, ils sont en train de mener de gros efforts dans ce sens-là pour que, bon, voilà, toutes ces choses soient résolues d'ici là. Ensuite, on peut se poser la question de savoir pourquoi, voilà, la modernisation des infrastructures est cruciale. D'accord ? Il faut comprendre que la modernisation des infrastructures en Afrique est un enjeu central pour stimuler la croissance économique et améliorer la qualité de vie des populations. Les routes, les hôpitaux, les écoles et les réseaux de transport sont des éléments essentiels au développement durable. En investissant dans ces infrastructures et en surmontant les défis existants, les gouvernements africains peuvent transformer leur économie, créer des emplois et garantir un avenir prospère à leurs citoyens. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, on va voir l'importance de la modernisation des infrastructures en quelques minutes. Quand nous prenons les infrastructures, c'est la colonne vertébrale du développement. Les infrastructures constituent voilà, la colonne vertébrale de toute économie moderne. Elle représente l'ensemble des systèmes physiques et institutionnels qui permettent le fonctionnement efficace des sociétés et des économies. Cela inclut les routes, les ponts, les hôpitaux, les écoles, les réseaux d'énergie et les télécommunications qui sont indispensables pour connecter les populations, améliorer la productivité et favoriser les échanges commerciaux. D'accord ? Les infrastructures sont au cœur du développement parce qu'elles facilitent le mouvement, d'accord, des biens, des services et des personnes. D'accord ? Sans des infrastructures adéquates, il faut comprendre que les économies se retrouvent paralysées. Le commerce stagne et les conditions de vie se détériorent. Dans cette partie, bon, il faut comprendre, nous allons par la suite énumérer et expliquer les infrastructures critiques et leur rôle fondamental dans le développement économique et social. D'accord ? Il faut comprendre que, retenir d'ailleurs que il y a plusieurs sortes d'infrastructures. D'accord ? Je pense qu'on a déjà énuméré quelques-unes, qui sont des infrastructures clés. Quand nous prenons le domaine du transport, il y a les infrastructures de transport qui incluent les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les ports et les aéroports. Elles facilitent le déplacement des personnes et des biens, des marchandises. D'accord ? Des routes modernes permettent aux agriculteurs de transporter leurs produits vers les marchés humains et facilitent le commerce régional et international. Quand nous prenons la Chine, il y a des trains, des TGV qui sont faramineux en fait. Vous pouvez vous déplacer d'un point A à un point B, des villes qui se situent à 200 km l'une de l'autre. Et vous pouvez prendre le train, aller quitter un point A et vous rendre à un point B, d'accord, qui est situé à 200 km du point A. Faire vos affaires, retourner chez vous, en quelques fractions de minutes. Dans le domaine de l'éducation, il y a les infrastructures éducatives qui englobent les écoles, les universités et les centres de formation. Une infrastructure éducative bien développée permet de former les citoyens qualifiés qui peuvent contribuer à l'économie nationale. De bonnes infrastructures, d'accord, favorisent l'accès à l'éducation pour tous et un enseignement de qualité. Permet de doter les jeunes de compétences essentielles. D'accord ? Dans le domaine sanitaire et de la santé, notamment, les infrastructures de santé comprennent les hôpitaux, les cliniques et les centres de soins.
D'accord? Voilà. Des infrastructures de santé modernes sont indispensables pour fournir les soins de qualité, réduire la mortalité et améliorer l'espérance de vie. Elles permettent également de mieux répondre aux pandémies et autres crises sanitaires. Dans le domaine des énergies, nous savons que l'accès à une énergie fiable est fondamental pour la croissance économique. On a les infrastructures énergétiques qui incluent les centrales électriques, les centrales nucléaires, les réseaux de distribution et les systèmes d'énergie renouvelable. D'accord? Une énergie stable est essentielle pour les entreprises, les industries et même les ménages. Okay? Il faut comprendre qu'une énergie stable est essentielle pour les entreprises, les industries et même les ménages. D'accord? Dans le domaine de la télécommunication et les infrastructures numériques, il faut comprendre que nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes au XXIe siècle. Des infrastructures modernes de télécommunication, Internet à haut débit, la téléphonie mobile, sont indispensables pour intégrer l'Afrique dans l'économie mondiale et attirer les investisseurs. D'accord? Un pays où il n'y a pas accès à l'Internet, c'est compliqué. Vous vous retrouvez dans une zone où il n'y a pas de fibre optique, donc c'est difficile de communiquer par Internet. C'est difficile d'envoyer un simple mail, c'est difficile de téléphoner, c'est difficile de... D'accord? C'est très compliqué. Nous allons étudier le lien direct entre infrastructures modernes et développement économique. D'accord? En quelques minutes. Les infrastructures modernes créent un environnement propice à la croissance économique et sociale. Ça, c'est très important. Elles permettent de stimuler plusieurs aspects du développement. On a la croissance économique il faut comprendre, en améliorant les infrastructures de transport et d'énergie, les gouvernements facilitent les échanges commerciaux, augmentent la productivité et réduisent les coûts de production. Une économie mieux connectée et alimentée par une énergie fiable est plus compétitive sur le marché global. Dans le domaine du commerce, les infrastructures de transport permettent de relier les producteurs au marché, tant au niveau national qu'international. Des routes et des ports bien entretenus permettent de réduire les délais d'acheminement des marchandises, favorisant ainsi un commerce plus fluide et plus efficace. Nous avons la création d'emplois. Il faut comprendre que nous avons la création d'emplois. Il faut comprendre que la construction et la modernisation des infrastructures nécessitent une main-d'œuvre importante, créant ainsi des emplois directs dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie et des services. De plus, les infrastructures facilitent le développement d'autres secteurs économiques comme l'agriculture, le commerce et l'industrie, entraînant ainsi des emplois indirects. L'accès aux services essentiels. En modernisant les infrastructures de santé et d'éducation, les gouvernements permettent aux citoyens d'accéder à des soins de santé et à une éducation de meilleure qualité. Cela améliore la qualité de vie des populations et favorise le bien-être et crée une main-d'œuvre plus productive et qualifiée. Quand nous prenons le Burkina Faso, je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été posées par le gouvernement, qui a mobilisé des cliniques mobiles dans plusieurs régions du Burkina Faso, en fait. Et ça, c'est un atout et c'est un grand pas, en fait. D'accord? Voilà. Il y a l'attraction des investisseurs. D'accord? Quand les infrastructures modernes sont un critère clé pour attirer des investisseurs étrangers directs. D'accord? Les investisseurs cherchent des pays avec des infrastructures fiables pour implanter des entreprises, construire des usines et établir des chaînes d'approvisionnement efficaces. D'accord? Si peut-être pour installer une entreprise ou plusieurs entreprises, prenons le cas du Burkina Faso,
Il y a les plus grandes villes, il y a Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Banfora et autres. Si vous quittez Ouagadougou pour Bobo Dioulasso, vous pouvez prendre le vol. Comme vous pouvez prendre voilà, les bus et autres, je pense que Ouagadougou doit être autour de 300 km de Bobo Dioulasso, je sais plutôt. C'est ça. Et si peut-être un investisseur veut créer deux entreprises, veut installer deux sociétés, une à Ouagadougou et une à Bobo Dioulasso, et si peut-être la route qui mène de Ouagadougou pour Bobo Dioulasso n'est pas une route fiable, ok, ce serait un peu compliqué. D'accord? Donc c'est comme ça. On parle aussi d'autres, c'est pas seulement les deux grandes villes, hein, ces deux grandes villes, mais d'autres villes également, ok, où il n'y a pas peut-être voilà, où les infrastructures sont encore ne sont pas encore en bon état, c'est un peu compliqué. Donc il faut comprendre que voilà, la modernisation des infrastructures est un catalyseur incontournable, d'accord, du développement économique et social. Elle non seulement favorise la croissance à travers une amélioration des transports, de l'énergie, de la santé et de l'éducation, mais elle transforme également la vie quotidienne des citoyens en leur offrant un meilleur accès aux services essentiels. Les gouvernements africains ont un rôle fondamental à jouer dans cette transformation, en veillant à planifier, financer et mettre en œuvre des projets d'infrastructures durables. D'accord. Donc maintenant nous allons étudier le rôle clé des gouvernements africains dans la modernisation des infrastructures. L'importance d'une planification stratégique. D'accord. Quand on prend la modernisation des infrastructures, elle repose sur une planification stratégique rigoureuse. Les gouvernements africains jouent un rôle central dans la conception, la gestion et l'exécution des projets d'infrastructure. Et cela commence par une planification soigneuse, d'accord, qui s'aligne sur les besoins économiques et sociaux du pays. C'est très important. Nous avons les plans de développement nationaux. Ces plans sont essentiels pour identifier les infrastructures prioritaires. Ils fournissent une vision à long terme du développement national et permettent au gouvernement de concentrer les ressources sur les secteurs ayant un impact immédiat sur la croissance et le bien-être de la population. Par exemple, un gouvernement peut prioriser la construction de routes pour faciliter l'accès au marché agricole ou moderniser les hôpitaux pour améliorer les soins de santé. D'accord? Ce sont souvent des plans en fait de développement auxquels les gouvernements africains doivent veiller. D'accord? Il y a la gestion coordonnée entre ministères. Une coordination efficace entre les ministères concernés, comme ceux des transports, de la santé et de l'éducation, est indispensable pour éviter les doublons, les inefficacités et les retards. Par exemple, un ministère des Transports peut travailler en étroite collaboration avec celui de l'éducation pour s'assurer que les écoles rurales nouvellement construites sont accessibles par des routes en bon état. D'accord? Au lieu que chaque ministère travaille de son côté, c'est pas sérieux en fait. Voilà. Il y a l'exemple de pays africains avec des plans de développement à long terme. Okay? On peut citer quelques-uns. Il y a certains pays qui ont adopté des plans de développement bien structurés avec des résultats notables, tels que l'Éthiopie, qui est un exemple souvent cité grâce à son plan de croissance et de transformation. Le pays a fait de grands progrès dans la modernisation de ses infrastructures, notamment en matière d'énergie, avec les projets hydroélectriques majeurs et de transport, avec la construction de lignes ferroviaires et autoroutières. Voilà, ça c'est... Voilà. Nous avons la priorisation des zones rurales et urbaines. Il faut comprendre que le développement des infrastructures en Afrique nécessite une attention particulière à la fois aux zones urbaines et rurales, car le déséquilibre entre les deux peut aggraver les inégalités économiques et sociales. D'accord?
Quand nous prenons les infrastructures urbaines, les zones urbaines, souvent considérées comme les moteurs économiques des pays, nécessitent une attention continue pour moderniser les réseaux routiers, les infrastructures sanitaires et les services publics. Les capitales et les grandes villes africaines sont souvent surpeuplées avec des réseaux de transport et de santé saturés, ce qui justifie des investissements constants pour répondre aux besoins croissants. Nous avons les infrastructures rurales. Cependant, il est tout aussi crucial de développer les infrastructures dans les zones rurales, facilitant ainsi la vente des produits agricoles et stimulant l'économie locale. L'accès aux soins de santé et à l'éducation est également un problème majeur dans les zones rurales où les infrastructures sanitaires et éducatives sont souvent insuffisantes ou inexistantes carrément. D'accord? Maintenant, nous allons parler de l'équité dans le développement des infrastructures. D'accord? Ça peut être un mot un peu bizarre, un peu voilà. Il faut comprendre que l'équité dans le développement des infrastructures est une question cruciale. Si le gouvernement ne veille pas à un développement équilibré entre les zones rurales et urbaines, cela risque de creuser davantage de fossés entre les populations. Quand nous prenons le rural contre urbain, il est essentiel que les infrastructures urbaines ne soient pas modernisées aux dépens des infrastructures rurales. Par exemple, un gouvernement qui investit massivement dans des routes et des ponts en milieu urbain, tout en laissant des routes rurales en mauvais état, risque de désavantager une partie importante de la population. Je reprends. Quand nous prenons le rural les zones rurales contre les zones urbaines, il faut comprendre qu'il est essentiel que les infrastructures urbaines ne soient pas modernisées aux dépens des infrastructures rurales. Par exemple, un gouvernement qui investit massivement dans les routes et des ponts en milieu urbain, tout en laissant les routes rurales en mauvais état, risque de désavantager une partie importante de sa population. Et cela se voit souvent en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous verrez que Abidjan, Yamoussoukro aussi, Yamoussoukro, il n'y a pas trop d'infrastructures urbaines. À Abidjan, on voit que les infrastructures urbaines sont resplendissantes. Il suffit que vous commenciez à vous éloigner un peu d'Abidjan et vous verrez que, attention en fait, c'est une tromperie. D'accord? Voilà. C'est ainsi dans beaucoup d'autres pays également. Au Bénin également, on en voit. Au Burkina Faso également, on en voit. Donc pratiquement, ça c'est désavantager en fait une bonne partie de la population. Prenons les infrastructures sociales. En plus des infrastructures économiques, les routes, les énergies et tout ce que vous voulez, il est important de développer, il est important de noter également les infrastructures sociales telles que les écoles, les hôpitaux. Ouais. La construction d'infrastructures sociales de qualité dans les zones rurales est un moyen efficace de réduire les inégalités et de garantir à tous un accès équitable aux services essentiels. Je ne sais pas si on se comprend. Je reprends. En plus des infrastructures économiques, les routes, les énergies et tout ce que vous voulez, il est important de développer les infrastructures sociales, telles que les écoles, les hôpitaux et tout ce que vous voulez. La construction d'infrastructures sociales de qualité dans les zones rurales est un moyen efficace de réduire les inégalités et de garantir à tous un accès équitable aux services essentiels. Pour résumer en quelque sorte, cette partie, il faut comprendre que la planification stratégique et la priorisation des projets sont des éléments clés du rôle des gouvernements africains dans la modernisation des infrastructures. Une bonne planification permet de cibler les besoins critiques, tandis qu'une gestion coordonnée entre les ministères assure une mise en œuvre efficace des projets.
faut pas que chaque ministère travaille de son côté et ne cherche même pas à savoir ce que l'autre fait de son côté. Non, c'est pas sérieux en fait. Okay? Quand on prend le ministère de la Santé, voilà, il doit travailler en collaboration avec le ministère, non seulement des Finances, mais aussi le ministère des Infrastructures. D'accord? Et le ministère des Énergies également. D'accord? A dit, je me rappelle, entre-temps, au Bénin, il y avait cette histoire de coupure d'énergie, coupure d'électricité au CNHU qui a entraîné, bon, on ne sait pas trop, c'est quelques décès, ou, voilà. Et ça, ce sont des trucs fréquents qui arrivent hein, voilà, dans nos pays africains. C'est le manque de coordination. Vous voyez, il faut que les infrastructures, que ce soit énergétique, et les routes et autres, travaillent tous avec non seulement le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et autres. Okay? Donc, c'est tout cela qui forme un gouvernement. Donc, une bonne planification permet de cibler les besoins critiques, tandis qu'une gestion coordonnée entre les ministères assure une mise en œuvre efficace des projets. D'accord? Les gouvernements doivent également trouver un équilibre entre le développement des infrastructures urbaines et également trouver un équilibre, ok, les gouvernements doivent trouver un équilibre entre le développement des infrastructures urbaines et rurales pour éviter d'aggraver les inégalités et garantir une croissance inclusive. Okay? En s'inspirant d'exemples de pays comme l'Éthiopie, les gouvernements africains peuvent moderniser leurs infrastructures tout en tenant compte des réalités locales et régionales. D'accord? Maintenant, on va parler de la mobilisation des financements en quelques minutes. Quand on prend la modernisation des infrastructures en Afrique, okay, elle nécessite des ressources financières colossales. Les gouvernements africains doivent donc adopter des stratégies diversifiées pour financer ces projets en s'appuyant sur plusieurs mécanismes et sur plusieurs partenaires, comme les partenariats publics-privés, l'accès aux financements internationaux, voilà, et l'augmentation des revenus internes. Okay? Mais il faut comprendre qu'il ne faut pas trop, avec les récents événements au Sahel, cela doit servir de leçon à tous les gouvernements africains. Mine de rien, eh bien, le FMI peut vous couper en fait tous ces financements parce que vous n'obéissez pas, parce que bon, vous n'êtes pas, voilà, vous ne leur obéissez pas. Donc, il faut que les gouvernements africains diversifient leurs partenariats de financement. Ça, c'est très important. Quand nous prenons les partenariats publics-privés, qu'on appelle les PPP, il faut comprendre que bon, ils constituent un mécanisme efficace pour financer des infrastructures à grande échelle, tout en allégeant la pression sur le budget public. D'accord? Ce modèle repose sur une collaboration entre le secteur public et le secteur privé. D'accord? Quand on parle de secteur public, ça veut dire qu'on parle du gouvernement, hein, parce que c'est ça. Pour la planification, la construction, l'exploitation et parfois la maintenance d'infrastructures. D'accord? Les PPP, voilà, les partenariats, voilà, les partenariats publics-privés permettent au gouvernement d'accéder à l'expertise et aux ressources financières du secteur privé, tout en assurant un service voilà, public de qualité. On va expliquer en profondeur, hein, de façon un peu brève, comment fonctionne le mécanisme des PPP. D'accord? Quant à son fonctionnement, dans un partenariat public-privé, le secteur privé investit dans un projet d'infrastructure, d'accord, en échange d'une concession à long terme pour exploiter cette infrastructure. C'est comme ça. Des projets peuvent inclure des routes, des ponts, des hôpitaux ou encore des systèmes d'eau et d'énergie. Le secteur privé prend en charge une partie ou la totalité du risque financier.
de la conception jusqu'à la gestion du projet, tandis que le secteur public assure une supervision et fixe les normes de service. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on va parler des avantages que représente cela pour les gouvernements africains. Il y a d'abord la réduction de la charge financière. Les PPP permettent de financer des projets d'infrastructure sans dépendre exclusivement des finances publiques. Ensuite, il y a l'accès à l'expertise technique. Il y a le secteur privé qui apporte une expertise technique souvent plus avancée et une efficacité accrue dans la mise en œuvre des projets. D'accord? En troisième lieu, nous avons le transfert de risque. Il faut vraiment que le secteur privé assume une partie des risques financiers et opérationnels, ce qui allège le fardeau des gouvernements. Prenons des études de cas. Exemple de succès des PPP en Afrique. Il y a le cas du Sénégal, le développement d'autoroutes. Le Sénégal a connu un succès notable avec le développement de l'autoroute à péage Dakar Diamnidiao. Ok, je ne sais pas si je prononce bien le mot. Un projet financé via un PPP. Ce projet a permis d'améliorer la connectivité entre Dakar et d'autres villes, réduisant le temps de trajet en facilitant les échanges commerciaux. La participation du secteur privé a permis une construction rapide et une maintenance efficace. Et je puis vous avouer que au Sénégal, les infrastructures, ces genres d'infrastructures, que ce soit routière ou voilà, l'immobilier et voilà, infrastructures sanitaires et autres, sont vraiment développées. L'État a vraiment investi dans ce secteur-là. Quand nous prenons le cas du Kenya, il y a le projet de fer à grande vitesse. Okay? En 2017, le Kenya a inauguré la ligne ferroviaire Mombasa-Nairobi. Okay? Un projet de PPP financé en partie par des investisseurs chinois. Cette ligne, qui est désormais un pilier du transport de marchandises et de passagers, montre comment les PPP peuvent répondre aux besoins d'infrastructures essentielles en Afrique. Nous avons l'accès aux financements internationaux. Okay? Les gouvernements africains peuvent également mobiliser des fonds auprès des institutions financières internationales. Mais il faudra être très très prudent avec ce que nous avons vécu ces derniers temps au Sahel. Voilà. Quand tu n'obéis pas, bon, on te coupe le financement, ou on te coupe des aides et autres. Donc, voilà. Quand nous parlons d'institutions internationales, on parle notamment bien sûr de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique et autres, ou encore des fonds arabes et européens pour le développement. Ces institutions jouent un rôle clé dans le financement des projets d'infrastructure, notamment en offrant des prêts à faible intérêt. D'accord? Des subventions ou des garanties pour financer les investissements. Comment les gouvernements africains peuvent mobiliser des fonds auprès des institutions internationales? Ça, c'est ce sont des propositions. Il y a la Banque mondiale qui finance des projets d'infrastructure à travers plusieurs mécanismes, notamment des prêts concessionnels, des garanties de prêts et des financements pour les projets spécifiques, les routes, énergie, eau potable et autres. Ça, bon, c'est voilà. Par rapport à la Banque mondiale, il n'y a pas de souci, mais je dis toujours, il faut être prudent. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Les gouvernements africains peuvent soumettre des propositions détaillées en mettant l'accent sur l'impact économique et social des infrastructures pour obtenir des financements. D'accord? Nous avons ensuite la Banque africaine de développement, qu'on appelle la BAD. La BAD joue un rôle crucial dans le développement des infrastructures africaines. Elle finance des projets dans divers secteurs, notamment les transports, l'énergie et les télécommunications. Par exemple, la BAD a financé plusieurs projets routiers au Kenya, en Ouganda, et facilitant ainsi la circulation des marchandises et stimulant la croissance économique régionale. D'accord?
si nous allons faire une étude de cas à de projets financés par la Banque africaine de développement. Et il faut comprendre que les projets énergétiques en Afrique de l'Ouest, notamment, la BAD a financé des projets de modernisation des infrastructures énergétiques dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina. Et voilà, ces projets, bien d'autres pays. Ces projets incluent des centrales solaires et des extensions de réseaux électriques, permettant ainsi d'accroître l'accès à l'électricité et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. D'accord ? Voilà. On a le projet de transport en Tanzanie. La BAD a également financé la réhabilitation du réseau routier en Tanzanie, améliorant la connectivité entre les zones rurales et les centres urbains et facilitant ainsi le commerce régional et international. Okay? Il y a ensuite l'augmentation des revenus internes. Outre les PPP et les financements internationaux, il faut que les gouvernements africains augmentent les revenus internes pour financer durablement leurs projets d'infrastructure. Cela implique des réformes fiscales, une meilleure gestion de la dette et la lutte contre la corruption. Et à l'exploration des options pour augmenter les revenus domestiques, quand nous prenons les réformes fiscales, il faut comprendre que quand elles sont efficaces, elles peuvent augmenter les revenus domestiques en élargissant l'assiette fiscale et en améliorant la collecte des impôts. Cela peut inclure l'optimisation des taxes et sur les entreprises, l'amélioration des systèmes de collecte d'impôts et la lutte contre l'évasion fiscale. Par exemple, le Rwanda a mis en place des réformes fiscales qui ont permis d'augmenter considérablement ses revenus intérieurs. Et je pense que le Burkina aussi est sur la bonne voie, je pense, voilà, avec l'acquisition de matériel militaire et autres, qui a été, je pense, à 100% financé par les Burkinabés eux-mêmes en fait. Je pense que cela peut être répliqué à plusieurs niveaux. Voilà. Voilà. Donc, je parlais du cas du Rwanda. Grâce à ces réformes fiscales, les revenus intérieurs augmentent drastiquement. Et on peut aussi les utiliser pour financer des projets d'infrastructure. Il y a la réduction de la dette. Je pense que, les pays africains sont des champions dans la dette. Voilà. Comme d'autres pays européens, voilà. Quand on prend la réduction de la dette extérieure, elle permet de libérer des ressources pour investir dans les infrastructures. Les gouvernements peuvent également négocier des rééchelonnements de dette avec des institutions internationales afin d'alléger le fardeau de la dette et d'utiliser les économies réalisées pour moderniser les infrastructures. Il y a la lutte contre la corruption. Ce domaine, comment la corruption freine le développement des infrastructures. Personne n'est sans le savoir. En renforçant la transparence et la gouvernance, les gouvernements africains peuvent s'assurer que les fonds publics destinés aux infrastructures sont utilisés de manière efficace et n'alimentent pas des détournements. Donc pour résumer en quelque sorte, il faut comprendre que la mobilisation des financements est essentielle pour la modernisation des infrastructures en Afrique. Les partenariats publics-privés offrent des opportunités pour tirer parti des ressources et de l'expertise du secteur privé. Tandis que les institutions financières internationales, la Banque mondiale et la BAD sont des partenaires essentiels pour financer des projets d'envergure. Enfin, l'augmentation des revenus internes via des réformes fiscales et une meilleure gestion de la dette permettrait aux gouvernements africains de financer durablement le développement de leurs infrastructures. Maintenant, nous allons parler de gouvernance et de transparence. Il faut comprendre que la gouvernance et la transparence sont des facteurs déterminants pour assurer le succès des projets de modernisation des infrastructures en Afrique. Des institutions fortes et une gestion transparente des ressources permettent de réduire les pertes liées à la corruption et d'améliorer l'efficacité des projets. En parallèle, l'implication des communautés locales dans la prise de décision et la surveillance des projets peut renforcer la responsabilité et favoriser une meilleure exécution des initiatives. On a d'abord le renforcement des institutions et la lutte contre la corruption que j'ai déjà évoqué plus haut. Il faut comprendre que la modernisation des infrastructures nécessite des institutions solides, capable de gérer efficacement la planification, l'exécution et le suivi des projets. Une gouvernance efficace repose sur des structures administratives compétentes, dotées de mécanismes de contrôle robustes
pour garantir que les fonds alloués aux infrastructures soient utilisés de manière optimale. Sur cette même ligne, il faut comprendre que l'importance de la mise en place d'institutions fortes pour gérer les projets d'infrastructure est capitale. On a les capacités institutionnelles. D'accord. Concernant cela, par rapport à cela, les institutions publiques doivent disposer de ressources humaines compétentes, de cadres réglementaires solides et d'outils modernes pour suivre l'évolution des projets d'infrastructure. Cela inclut la capacité à évaluer les besoins, à lancer des appels d'offres transparents et à gérer les relations avec les entrepreneurs privés. C'est-à-dire avoir de bonnes relations avec eux. Il y a la réglementation et les standards. Des normes claires en matière de qualité des infrastructures et de conformité aux exigences environnementales sont essentielles. Les gouvernements doivent s'assurer que chaque projet est rigoureusement contrôlé et que les entrepreneurs respectent les contrats. Je vais vous proposer quelques mesures à prendre pour combattre la corruption dans l'octroi des marchés publics. La corruption constitue un obstacle majeur à la modernisation des infrastructures en Afrique. Elle conduit à des projets mal réalisés, à des dépassements de coûts ou à la non-exécution des travaux. Pour garantir une transparence dans l'octroi des marchés publics et à la gestion des ressources, il est crucial de mettre en place des mécanismes stricts de lutte contre la corruption. D'accord ? Il y a les procédures d'appel d'offres transparentes. Les appels d'offres pour les projets d'infrastructure doivent être rendus publics et soumis à une concurrence équitable afin de prévenir le favoritisme et les pratiques frauduleuses que nous rencontrons très souvent dans nos États. Okay? La digitalisation des appels d'offres et des paiements peut également limiter les interactions humaines, réduisant ainsi les risques de corruption. Ensuite, nous avons la surveillance indépendante. La création d'organismes de surveillance indépendante qui évaluent les projets tout au long de leur cycle de vie permet de garantir que les fonds sont utilisés à bon escient. Ces organismes peuvent inclure des acteurs de la société civile ou des experts internationaux indépendants. Nous avons ensuite le renforcement des sanctions. Des sanctions sévères contre les fonctionnaires et les entreprises impliquées dans des pratiques de corruption doivent être mises en œuvre. Les pays doivent adopter des lois anti-corruption plus strictes et les appliquer de manière transparente pour dissuader ces pratiques. Nous avons ensuite l'implication des communautés locales. L'implication des communautés locales, il faut comprendre que c'est un autre aspect essentiel pour garantir la transparence et la réussite des projets d'infrastructure. Lorsqu'elles sont consultées et incluses dans les décisions, les communautés locales peuvent jouer un rôle clé dans la surveillance et le suivi des projets et d'assurer que leurs besoins sont bien pris en compte. D'accord ? Cela favorise également l'adhésion des populations au projet, leur assurant ainsi un meilleur impact sur le terrain. Toujours dans ce domaine, il faut comprendre le rôle de la participation citoyenne dans la surveillance des projets d'infrastructure est capital, d'accord, très capital, en ce sens que il y a la consultation des citoyens qui est mise en œuvre, qui est valorisée et qui montre que impliquer les citoyens dans la planification des projets permet de s'assurer que les infrastructures répondent réellement aux besoins des populations. Les gouvernements peuvent organiser des réunions publiques ou utiliser des plateformes numériques pour recueillir des suggestions, des plaintes et les retours sur les projets, avant leur lancement. Avant, pendant et après leur exécution. Il y a la surveillance citoyenne. D'accord ? Les citoyens peuvent également être impliqués dans la surveillance des infrastructures en cours de réalisation. Des initiatives de contrôle citoyen où les habitants sont invités à signaler des retards ou les malfaçons peuvent renforcer la transparence. Par exemple, la création d'applications mobiles permettant aux citoyens de rapporter en temps réel les progrès ou les défauts dans les infrastructures. Ok?
cela peut jouer un rôle important dans le suivi de l'exécution des projets. Et nous avons le Ghana, le Kenya, l'Afrique du Sud qui sont des pays modèles dans ce domaine-là, en fait. Voilà, où les citoyens participent activement aux décisions sur les infrastructures. Quand on prend le cas du Ghana, des projets de développement d'infrastructures ont vu une participation active des communautés locales. Dans certaines régions, les habitants sont impliqués dans la conception des routes et des installations d'eau potable. Ils participent également au suivi des projets pour s'assurer que les travaux sont réalisés selon les normes. Ensuite, nous avons le Kenya. Le Kenya a lancé plusieurs initiatives de surveillance citoyenne, notamment à travers des forums publics où les citoyens peuvent évaluer l'exécution des projets d'infrastructure. Nous avons des ONG locales qui soutiennent également des programmes de suivi indépendants des projets routiers ou scolaires pour s'assurer qu'ils respectent les délais et les budgets. Nous avons ensuite l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les initiatives comme Vulekar Mali, qui est un portail public pour la transparence budgétaire, permettent aux citoyens de suivre l'allocation des fonds publics aux projets d'infrastructure et d'interagir avec le gouvernement pour signaler les irrégularités ou des questions de priorité. Il faut que nos pays d'Afrique de l'Ouest emboîtent les pas à ces pays pour limiter la corruption, les inégalités et autres, voilà, afin que les infrastructures puissent vraiment répondre aux normes internationales et que les fonds alloués à ces infrastructures servent à quoi ils sont destinés. Donc, il faut comprendre que pour que la modernisation des infrastructures en Afrique soit un succès, il est crucial que les gouvernements africains mettent en place des institutions fortes et transparentes, capables de lutter contre la corruption et de gérer efficacement les projets, la participation des communautés locales dans la prise de décision et la surveillance des projets peut renforcer la transparence et assurer que les infrastructures répondent aux véritables besoins des citoyens. Donc, chers amis, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.